Si tu anticipes, alors tu as peut-être quelque chose à voir avec un philosophe. Un philosophe est un anticipateur de notions et de conduites à venir. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de réunir deux cliniciennes, toutes les deux spécialistes du trauma. Et nous allons aujourd'hui réfléchir ensemble à la question du traumatisme et de son lien avec la dépression et l'insomnie. L'enjeu de la santé mentale est vraiment crucial et dans une thématique consacrée à l'humanité et son avenir, nous pensions qu'il était essentiel de pouvoir éclairer cette dimension. Donc nous avons le plaisir de réunir aujourd'hui nos deux cliniciennes. D'un côté, Florence Askenazi-Gittard, elle est professeure des universités, praticienne hospitalière au sein de l'Université Côte d'Azur. Elle est chef de service en pédopsychiatrie et chef d'un centre hospitalier. Elle a été nommée chevalier de la Légion d'honneur. Elle a été promue au grade d'officier de l'Ordre national du mérite. Elle œuvre depuis de nombreuses années à penser le trauma de l'enfant et de l'adolescent dans sa dimension développementale, notamment dans le contexte des attentats et des urgences collectives à Nice. Elle est également psychanalyste et membre de l'ASPP. Elle est l'auteure d'un ouvrage, Initiation à la psychanalyse freudienne, édité chez Ellipse en 2012. De l'autre côté, nous avons Nella Chidiac. Elle est psychologue clinicienne, docteure en psychopathologie, spécialiste du psychotrauma. Elle travaille depuis de nombreuses années auprès des personnes ayant vécu des violences extrêmes et associe sa pratique clinique à une dimension poétique, l'écriture thérapeutique, comme voie d'élaboration et de réparation. Elle est également ancienne experte auprès du TGI et consultante auprès de l'ONU. Elle est l'autrice de l'écriture guérie, traumatisme de guerre, aux éditions Odile Jacob, édité en 2025. Donc nous allons essayer de tirer un fil commun autour de la question du trauma et la manière dont ces traumatismes font effraction dans la vie des adolescents, des enfants, mais également des adultes, et comment ce traumatisme a une répercussion, notamment à travers des symptômes tels que la dépression et l'insomnie, et comment envisager les voies de réparation. Donc, dans un premier temps, je vais vous proposer, Florence, Neila, de nous présenter le trauma, et le trauma à travers vos pratiques, et comment vous êtes saisie de cette question, dans quel cadre et dans quel contexte. Merci Myriam, merci aux rencontres philosophiques d'Agen pour cette invitation. Je suis très touchée et très heureuse d'être parmi vous pour traiter de ce sujet qui est un sujet qui prend une importance de plus en plus grande dans notre vie et dans notre société. Je vais en parler à travers le prisme de ma discipline, qui est la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, et à travers aussi l'expérience de terrain. Alors le traumatisme pour les enfants et pour les adolescents est puissamment inscrit dans leur psychisme, et nous le savons aujourd'hui depuis de nombreux travaux, et notamment des travaux de Freud. Je vous en citerai un petit passage pour que vous puissiez prendre la mesure de la puissance de sa pensée, qui reste aujourd'hui extrêmement contemporaine dans ce que nous pouvons vivre. Alors comment moi je suis tombée dans le traumatisme ? Eh bien, je suis tombée dans le traumatisme non seulement en débutant la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, parce que rares sont les enfants et les adolescents qui arrivent jusqu'à la psychiatrie qui n'ont pas vécu un événement traumatique dont ils auront les conséquences. Ce qui est important, c'est les conséquences qu'ils vont subir dans leur psychisme. Et puis après, je suis tombée totalement dans le traumatisme dans les suites de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui est extrêmement meurtrier, et où nous avons rencontré un nombre très important d'enfants et d'adolescents, et créé un centre dédié à la problématique de ces enfants et de leurs familles qui ont subi ce traumatisme et les conséquences qu'ils ont pu avoir. Alors, qu'est-ce que c'est
un traumatisme psychique. C'est une effraction à l'intérieur du psychisme. C'est-à-dire ça fait effraction, c'est un effroi, en tous les cas pour les traumatismes extrêmement violents, il y a un effroi, c'est quelque chose qui va figer complètement vos possibilités psychiques. Et à ce moment-là, plus rien ne peut relancer la vie psychique pendant un certain temps. Et puis, il y a une période de latence, et les choses peuvent revenir ou s'apaiser. Mais dans un certain nombre de cas, pour des raisons que nous ne connaissons pas aujourd'hui, les sujets, les personnes vont développer des symptômes. On en parlera. On en parlera. Neila. Bonjour à tous. Merci infiniment aux rencontres philosophiques, à Sven Ortoli surtout de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être parmi vous, surtout dans cette très belle ville où j'ai pris un grand plaisir à marcher et découvrir hier. Donc merci infiniment. Alors comment je suis tombée dans le traumatisme, ça remonte à très 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 longtemps. Pour avoir un passé de guerre que j'ai connu en tant qu'enfant, adolescente et puis jeune adulte. Mais c'était pas ça, en fait. J'ai comme oublié que j'avais connu d'une certaine manière la guerre. Mais c'était un sujet qui m'intéressait infiniment, sauf que quand j'ai fait ma thèse à Paris, il n'y avait pas encore quelque chose autour du trauma. C'est étonnant, puisque ça existe depuis 1888, que la névrose traumatique a été nommée, et puis il y a eu une disparition. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment sociologiquement il y a des concepts, des symptômes qui apparaissent et qui redisparaissent. Et en 1990, quand je voulais commencer une thèse, il n'y avait personne qui voulait travailler sur le trauma de guerre à Paris 5, en tout état de cause. Et puis il y a eu malheureusement une série d'attentats. Et le professeur général Louis Kroc, qui était mon professeur, a fondé en 1995 les CUMP, les cellules d'urgence médico-psychologiques, avec le président Chirac, et puis un autre monsieur, mais son nom va me revenir, Emmanueli. Ils ont fondé les cellules d'urgence médico-psychologiques. Il s'est souvenu de moi et il m'a dit vous voulez des choses graves et extrêmes, allez-y, on va faire partie, vous allez faire partie de cette cellule d'urgence médico-psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Donc c'est une cellule qui est toujours attachée au SAMU. Et il y a ce qu'on appelle une intervention immédiate ou post-immédiate sur un attentat, un braquage ou quelque chose de très grave où il y a eu possibilité ou bien mort carrément. Donc je me suis formée sur le tas avec le général Louis Kroc en 95, avec plusieurs interventions donc immédiates ou post-immédiates, 24-48 heures, pour effectivement faire ce qu'on appelle du diffusing ou du débriefing. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes-là. Mais en tant que clinicienne, j'étais frustrée de ne pas voir ce qui se passait après. C'était passionnant et j'ai continué jusqu'en, pardonnez-moi, 2010. Mais le après, et alors, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'ils vont être traumatisés ou pas? Et s'ils sont traumatisés, comment ça se passe? C'est cette clinique-là qui m'intéressait beaucoup. Et c'est là où j'ai pu intégrer l'hôpital Sainte-Anne à Paris, qui est un hôpital psychiatrique, où j'ai fondé donc la première consultation de psychotrauma dans un service hospitalo-universitaire. Mais j'avais un patron assez étrange qui ne croyait pas beaucoup au trauma et qui m'avait donné comme injonction, OK, vous avez votre consulte de trauma, mais trouvez-moi quelque chose d'autre. J'étais là, quelque chose d'autre. Et je me souviens de m'être promenée dans les allées de Sainte-Anne et dans son immeuble à lui, un service hospitalo-universitaire, et d'avoir vu tout un étage d'art-thérapie. Il y avait un atelier de sculpture, un atelier de peinture, un atelier de chant, un atelier de musique, mais il n'y avait pas d'atelier d'écriture. La littérature étant ma passion, je suis revenue chez lui, je lui dis « Monsieur, un atelier d'écriture ». Et c'est comme ça que j'ai fondé en 97 le premier atelier d'écriture thérapeutique à Sainte-Anne. Et c'est ainsi que, ayant un atelier d'écriture pour toute pathologie, je ne m'occupe que d'adultes, j'avais aussi une consultation de psychotrauma. Alors les adultes qui ont eu un traumatisme grave, que ce soit donc intime ou collectif, quand je dis intime, ça peut remonter à l'enfance comme l'inceste, ou à l'âge adulte, le viol ou autre chose, ou tentative de meurtre, ou alors un sujet dont on parle beaucoup qui est le deuil traumatique, donc tout ce qui est tsunami, rapatrié du Congo, voilà, je vous évite toutes les catastrophes de guerre. Je me suis rendu compte qu'il était très difficile de parler
Et donc l'écriture pouvait être un moyen, une voie d'entrée dans cette communication qui est, comme le disait Florence, dans la sidération, l'effroi et où la pensée est gelée. Je m'arrête ici. Je vous remercie d'avoir éclairé ce champ et surtout d'avoir essayé de circonscrire ce que signifie le trauma. Vous avez toutes les deux expertises complémentaires par rapport au trauma. Vous, Florence Askenazi, vous avez une expertise par rapport au traitement du trauma dans le cadre des catastrophes, des traumas que vous définissez et présentez comme des traumas de masse. Et vous vous occupez plus principalement des enfants et des adolescents. Et je vais vous demander quelle est votre approche spécifique, de nous présenter votre approche spécifique de la prise en charge des enfants et des adolescents dans le cadre de ces traumatismes que vous qualifiez de traumatismes de masse. C'est une question très très importante. Comment allons-nous faire face, la société, je reprends la thématique des journées aujourd'hui, quelle humanité voulons-nous pour demain? Quelle humanité voulons-nous pour faire face aux conséquences traumatiques des jeunes et de leurs parents? Il ne faut pas oublier les parents qui sont dans des états terribles eux aussi, surtout dans les traumatismes collectifs ou appelés traumatismes de masse de façon globalisée dans le monde. On appelle cela traumatisme de masse, c'est pas très joli, mais c'est ainsi que ça s'appelle. Mais ça donne l'image de ce que ça peut représenter. C'est-à-dire comment allons-nous faire face lorsqu'il y a des drames collectifs à un afflux très important de personnes? Alors, est-ce qu'il faut choisir l'efficacité? Est-ce qu'il faut choisir plutôt de garder l'individualité de chacun, la spécificité de chacun? Ce sont des vraies questions éthiques que nous nous posons au quotidien. Et puis, bien sûr, il y a une autre problématique. On vient de parler des cellules d'urgence médico-psychologique qui sont une spécificité française que le monde entier nous envie, je tiens à le dire. Chaque fois que je vais dans le monde, quelqu'un se lève en disant « En France, vous avez la chance d'avoir les cellules d'urgence médico-psychologique ». Et c'est exceptionnel d'avoir ce patrimoine pour nous, pour travailler. Mais il reste à construire. On a progressé, il reste à construire notamment la prise en charge sur le moyen et sur le long terme. Parce que lorsque vous avez subi un événement traumatique très violent, un événement traumatique qui fait vivre la mort, c'est-à-dire au moment où vous le subissez, vous avez ce sentiment abominable d'avoir l'impression que vous allez mourir, que vous êtes confronté à votre propre mort. C'est ça l'effroi. Elle pénètre à l'intérieur de vous. Et donc après, bien sûr, tout cela ne va pas s'effacer en quelques heures ou en quelques jours. Pour un certain nombre d'entre nous, ça va œuvrer sur un temps plus ou moins long et souvent sur un temps très long. Et parfois toute notre vie. Et ça va revenir au fil des aléas de ce que nous allons rencontrer et des autres traumatismes de la vie. Les traumatismes individuels, un divorce, un deuil, une séparation, des choses difficiles de la vie. Et va revenir à ce moment-là ce que nous avons déjà vécu, et ça peut s'exprimer par des symptômes. Alors, quelle prise en charge? Je dirais aujourd'hui, parce que je ne peux pas aller dans les détails, ça serait bien trop long pour vous l'expliquer, mais vous pouvez écrire mon nom sur Internet et vous aurez accès à de nombreuses publications que j'ai rédigées pour aller plus dans les détails. Ce qui est important, c'est de donner des prises en charge qui soient les plus reconnues possibles, efficaces. Ça, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question, mais il me semble que je vais de plus en plus vers la tendance à l'efficacité et qui puissent être évaluées, quelle qu'elle soit, à partir du moment où il est reconnu par des articles scientifiques, par des études scientifiques, qu'elle fonctionne. C'est pas simple du tout, c'est pour ça que je prends du temps pour y réfléchir. C'est pas simple parce qu'il y a aussi des pratiques qui sont pas complètement validées, qui peuvent être utiles pour les enfants et les adolescents. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que dans le monde que nous vivons, on vit un monde qui se globalise de plus en plus. Il y a aussi des différences culturelles qui font qu'on ne peut pas traiter de la même façon un enfant au Soudan, un enfant aux États-Unis, un enfant en France ou à Oslo. Nous vivons tous dans un contexte culturel qui est différent et il ne faut pas effacer ces différences culturelles. Maintenant, voilà. Donc la prise en charge, elle doit être
à long terme lorsque c'est nécessaire, et ça nécessite des moyens humains. Elle doit être humaine. Bien sûr, on peut utiliser les moyens de nouvelles technologies qui arrivent de plus en plus vite en médecine, à toute vitesse. Ils ne seront jamais suffisants. Je pense qu'on peut résumer les choses ainsi, mais je serai là pour répondre à vos questions. Je serai là pour répondre à vos questions sur un sujet aussi sérieux que celui de la prise en charge des psychotraumas aujourd'hui. Néla, au niveau de votre pratique de clinicienne et de la prise en charge un peu plus spécifique des adultes, comment se passe l'accueil d'un patient traumatisé ? Alors c'est beaucoup plus facile que pour les enfants et les adolescents, parce qu'un adulte qui vient me voir, c'est déjà un adulte qui veut faire quelque chose pour que ça aille mieux. C'est rarement parce qu'on l'a obligé de venir me voir. Donc pour moi, c'est beaucoup plus simple. C'est 5 à 10% du travail déjà fait. Il arrive très souvent que presque la plupart du temps qu'on me dise, voilà, bonjour, vous êtes spécialiste du trauma, faites en sorte que je redevienne celle que j'étais avant, ou celui que j'étais avant. Il y a cette notion très intéressante du avant et du après du trauma. Quand il y a eu un traumatisme psychique, c'est-à-dire, en mes propres termes, une fracture de l'espace et du temps. En fait, on est assis là ensemble, il est 9h22, vous pensez tous qu'à 13h, vous allez retrouver je ne sais pas qui pour déjeuner, je ne sais où, mais vous ne savez rien. On est sûr de rien dans la vie, de rien, sauf d'une seule chose. C'est qu'on va mourir. Et pourtant, c'est la seule chose qu'on ne connaît pas au niveau de la connaissance. Parce que, voilà, on peut avoir des croyances, mais on ne sait rien de ce qu'il y a après. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a eu un traumatisme psychique ? Il y a la rencontre avec le possible réel de la mort. C'est pas j'ai pensé mourir, c'est j'ai failli mourir, je suis morte, mais je ne suis pas morte. Et je reviens. Et comment je fais quand je reviens ? Donc très souvent, ces personnes, soit elles veulent redevenir celles qu'elles étaient avant, parce qu'elles n'arrivent plus à fonctionner, soit elles arrivent à verbaliser et elles me disent « je n'arrive pas à fonctionner comme avant ». Je ne peux plus dormir, puisqu'on est dans cette thématique aussi. Il y aura plein de symptômes dont on va parler, mais un des symptômes majeurs, c'est cette réviviscence qui se manifeste dans la nuit par les cauchemars, et puis il y a d'autres symptômes qui font que la personne ne peut plus fonctionner. Donc l'accueil se fait par une demande, soit je veux redevenir comme ce que j'étais avant, soit carrément une prise de connaissance de cette fracture de l'espace et du temps, et une demande de pouvoir continuer à avancer, de pouvoir tisser dans le verbal ou par l'écrit cette fracture de l'espace et du temps. Et c'est pour ça que j'ai introduit l'écriture, mais on en parlera peut-être après. Vous présentez toutes les deux le trauma comme une effraction, comme un effroi qui se manifeste dans le psychisme, mais aussi dans le corps. Vous venez d'évoquer le fait que certains patients souhaitent redevenir comme avant. Est-ce que, ma question va sûrement être tout à fait naïve, mais est-ce que votre pratique, votre accompagnement auprès de ces patients pourrait consister à faire en sorte que ce traumatisme s'intègre dans leur parcours de vie et leur expliquer que fonctionner comme avant, désormais, n'est pas forcément possible? Oui, absolument. Je leur dis en plaisantant que s'ils veulent redevenir comme avant, il faut aller voir quelqu'un d'autre que moi, parce que je ne suis pas magicienne, mais que par contre, ensemble, nous pouvons écrire ou métaphoriquement ou réellement ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que comme le signalait Florence, il y a cet effroi, c'est-à-dire cette sidération, et je vous disais en début d'intervention que la pensée était gelée. Il faut pouvoir penser. En fait, il y a quelque chose au niveau de la pensée qui est perturbé, qui est troué, qui est en répétition. Et donc, le travail thérapeutique va consister en pouvoir redonner vie à cette pensée, pour pouvoir penser et écrire métaphoriquement ou réellement ce qui s'est passé, pour que ça devienne un chapitre de leur vie. Je compare leur vie à un livre ou à plusieurs volumes d'ouvrages, et que ce traumatisme, cet événement traumatique, ou malheureusement s'il y a eu plusieurs traumatismes, soit des chapitres écrits. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'ils puissent aller consulter, c'est une métaphore, ce traumatisme quand eux veulent, au lieu que ce traumatisme ne s'impose à eux.
Parce que ce qui se passe, c'est qu'au lieu que ça soit tout le temps dans sa tête et dans son corps, merci d'avoir signalé le corps, parce que pour beaucoup, ce sont des symptômes physiques et pas que psychiques. Et pour ainsi pouvoir être dans quelque chose de l'ordre de l'actif, j'irai moi y penser au lieu que cette pensée ne s'impose à moi. Merci beaucoup. Florence Askenazi, par rapport aux adolescents, Néla Chidias nous indiquait à juste titre que les adultes sont libres de prendre l'initiative d'aller consulter pour traiter et éclairer et se libérer de leur traumatisme. Mais quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent, est-ce que la prise en charge de l'adolescent ou de l'enfant passe d'abord par la prise en charge de sa famille ? Alors je vais vous répondre, Myriam. Merci. La prise en charge des enfants et des adolescents et des bébés. Et des bébés, ne les oublions pas. Et c'est très très important, le traumatisme du tout petit. Elle passe pas d'abord par les parents, elle passe avec les parents. Parce qu'on prend en charge un enfant et un adolescent, on prend en charge aussi ses parents et leurs souffrances et leurs douleurs. Et d'autant plus, comme je le disais, dans les traumatismes collectifs, puisque eux-mêmes, les parents, ont vécu cet effroi traumatique. Imaginez ce que ça représente pour une famille lorsqu'il y a papa, maman, l'enfant, le tout petit qui vient de naître, l'adolescent et le moyen, qui sont tous touchés par la même difficulté. Donc c'est vraiment des prises en charge globales et de l'ensemble de la famille qu'il faut mettre en place. Alors, comment on va les prendre en charge ou comment ça se passe? Quel est l'accès aux soins? L'accès aux soins n'est pas le même pour les enfants et les adolescents et les bébés, bien sûr, que pour les adultes, puisqu'ils ne peuvent pas, la demande n'émane pas d'eux, elle émane de leur famille, ou elle émane de l'école, ou elle émane des partenaires, c'est comme ça qu'on les appelle, de la pédopsychiatrie, ça peut être la justice, ça peut être les partenaires sociaux. Et donc, une des missions aussi pour nous, en ce qui concerne la psychiatrie de terrain, c'est de former aussi les partenaires de terrain, de les former au traumatisme, à la possibilité, lorsqu'ils rencontrent un enfant, vous savez, on a beaucoup appris cela depuis 10 ans maintenant, après ce traumatisme collectif, et bien d'autres qui ont suivi dans le sud-est de la France, et bien d'autres qui ont suivi. Que c'était très très difficile de repérer à l'école ou de savoir qu'un enfant qui présente des symptômes en apparence banaux, par exemple l'agitation, les enfants agités, ce sont des enfants qui ont pu subir un traumatisme. Et ça, c'est très important lorsque c'est une façon aussi très humaine d'aborder le soin. C'est-à-dire, on va conduire l'enfant vers le soin pour entendre la difficulté qu'il a rencontrée, que ce soit dans un traumatisme collectif ou dans un traumatisme de sa vie individuelle. Et juste une dernière chose, pour les adolescents, depuis les années 2000, la pédopsychiatrie a mis en place des structures qui s'appellent les maisons des adolescents. Je ne sais pas si vous en avez une à Agen, mais je pense que oui. Je pense que oui. Connaissant le pédopsychiatre qui travaille ici, je suis sûre que vous avez une maison des adolescents. Les maisons des adolescents permettent à tous les jeunes de passer la porte, d'entrer et de rencontrer un professionnel de santé, sans l'autorisation de leurs parents. Et ça, je crois que c'est vraiment très important et qu'il faut tendre vers cette possibilité pour la jeunesse aussi. Je vous remercie. Dans ma pratique professionnelle principale, je suis enseignante au lycée et on manque et on est démunis par rapport aux formations. Alors pas tellement pour repérer ce qui ne va pas chez nos élèves. On les voit tous les jours, parfois plus que notre propre famille. Donc on finit par tisser des liens. Et on repère des choses. Mais nous, enseignants, on est vraiment dépourvus par rapport à d'éventuels signalements, parce qu'il y a quand même toute une procédure, c'est très hiérarchisé. Alors, il existe des institutions à qui s'adresser, mais d'abord, on a tout un travail de médiation à faire. Voilà, engager la discussion avec l'adolescent, peut-être avec sa famille, parfois c'est pas conseillé, et je dois bien vous avouer que nous, en termes de formation, on est vraiment démunis. Est-ce que vous avez, dans votre pratique, des formations auprès des enseignants, des équipes pédagogiques, dans le cadre de l'éducation nationale, qui vont être systématisées, et quelles sont-elles ? Alors là, je vais faire un petit détour, parce que je rentre d'une mission en Scandinavie.
C'est une structuration qui est tout à fait différente des structurations de notre pays, puisque ce que vous évoquez, Myriam, c'est le cloisonnement entre les différentes institutions dans notre pays, en France, qui mérite attention. Et effectivement, ce que vous rapportez, c'est bien le souci, c'est que ça a été très très difficile, et ça le reste, de pouvoir accéder à l'éducation nationale pour proposer des formations. Mais on va peut-être lentement, mais on va sûrement. Et depuis les CUMP, il y a eu la mise en place d'une structuration dans les suites des attentats, de la vague des attentats de 2015-2016 en France, qui a pris en compte justement à la fois la nécessité de formation des acteurs de terrain, des professionnels de santé sur le psychotrauma, parce que ici nous sommes des représentantes du professionnel de santé du psychotrauma, mais aussi il faut former les professionnels de santé. Beaucoup ne connaissent pas bien cette problématique encore aujourd'hui dans notre pays, qui s'appelle les centres régionaux psychotrauma et centres nationaux de ressources et de résilience. Alors il y a d'ailleurs des sites internet qui sont très bien faits, vous pouvez aller les consulter, et il y a des MOOC, ce qu'on appelle dans le langage aujourd'hui, ce sont des visios qui permettent de se former. Et finalement, le Covid a eu beaucoup de choses mauvaises, mais il nous a laissé tout ce qui est formation par visio, qui permet quand même à un grand nombre aussi de professionnels de pouvoir accéder à des formations. Donc oui, ça se développe de plus en plus, mais là où je vous rejoins, il faut une vraie politique de santé. Il faut prendre la mesure de cette nécessité-là pour les enseignants, et pour les juristes aussi, pour les éducateurs dans les foyers. C'est un sujet majeur aujourd'hui, ce qui se passe dans la protection de l'enfance. Donc il y a tout un chantier à mettre en place, et c'est passionnant. C'est passionnant, et c'est un chantier collectif qui doit être fait par l'ensemble de la population et des citoyens. Merci beaucoup. Le trauma fait effraction, rompt le récit des personnes concernées et les empêche. C'est un obstacle, parfois qu'on considère comme étant infranchissable. Certains patients peuvent dire « je ne dors plus ». Je ne dors plus, et si je dors, je rêve. Et si je rêve, je revis cet événement traumatique sous forme de cauchemar. Donc, là, je vais vous interroger sur la dimension symptomatique du trauma, et notamment ses effets par rapport à la nuit. La nuit où on est censé tous pouvoir se reposer, cette nuit qu'on idéalise comme étant réparatrice, et qui est déjà fortement perturbée quand on n'est pas traumatisé, mais qui devient un enjeu véritable quand on a subi un traumatisme. Neila, dans votre pratique, que vous disent vos patients par rapport à leur nuit, et quel genre de symptômes peut se développer pendant la nuit? Alors, puisque nous sommes dans les rencontres philosophiques, il y a Bachelard qui disait que la nuit, c'est la maison du rêve. Et donc, quand il y a eu un traumatisme psychique, je le disais tout à l'heure, un des symptômes majeurs, ce sont les cauchemars. Donc on ne veut pas habiter cette nuit, parce qu'on va rencontrer dans cette nuit, dans cette maison du rêve, toutes les horreurs, toute la monstruosité, et surtout le risque de mourir, puisque on ne peut pas différencier dans un cauchemar, à moins de se réveiller, le réel de l'imaginaire. Donc qu'est-ce que font certains patients? Ils s'empêchent de dormir. Ce n'est pas une insomnie, c'est pas je n'arrive pas à dormir comme on peut tous avoir à un moment de notre vie pour différentes raisons, qu'elles soient physiologiques ou psychologiques, des moments d'insomnie. Là, c'est je ne veux pas dormir. J'avais rencontré ainsi une patiente qui n'avait que 50 ans, mais qui en faisait 110. Et je ne comprenais pas, donc j'essayais de sonder ce qui n'allait pas. Et elle avait eu 3 enfants qui étaient partis à la guerre. 2 avaient été tués et 1 était porté disparu. Et donc elle me disait, moi, je ne peux pas dormir au cas où il revient. S'il revient, je dois être prête à le servir, à m'occuper de lui. Et si je dors, je le vois mort. Donc je reste réveillée. Elle était en fait
physiquement épuisée, d'où cet âge qui paraissait 2 fois plus que son âge, parce qu'elle s'empêchait de dormir. Donc elle ne s'allongeait jamais, elle restait assise, certainement elle s'assoupissait, sinon elle n'aurait peut-être pas pu tenir, mais elle était et physiquement et psychiquement totalement épuisée, parce que la nuit, elle rencontrait la mort, la disparition de ses fils et de celui qui n'était pas encore revenu. Donc la nuit est porteuse de forêts immenses qui font très très peur, et donc habiter la nuit est très difficile pour ceux qui ont vécu un traumatisme psychique. Merci beaucoup. Florence, par rapport à la nuit des enfants et à cet éveil de symptômes, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à cette perturbation de sommeil ? Alors pour les enfants, peut-être pour donner une image, lorsqu'ils ont vécu un effroi traumatique, c'est comme si la nuit s'ouvrait mais ne se refermait plus. Alors ce que on peut voir en tant que clinicien, praticien au quotidien, j'ai rencontré de nombreux enfants. Alors vous avez entendu ma pratique, je pratique la psychothérapie psychanalytique avec les enfants. C'est des enfants qui vont venir me voir très régulièrement. Eh bien, ce qu'ils vivent la nuit, ils le revivent le jour à travers leur jeu. Et il y a un symptôme très connu qui s'appelle le symptôme du jeu traumatique ou du jeu répétitif. Et c'est très étonnant à voir. La première fois que vous rencontrez un enfant qui joue de façon traumatique, c'est très étonnant parce qu'il va revenir vous voir la semaine suivante, il va répéter le même jeu. Et puis la semaine suivante, il va répéter le même jeu. Et il va falloir un temps très très long pour qu'il commence un petit peu à modifier les choses. Et par exemple, un petit garçon de 5 ans, 4-5 ans, qui a vécu un traumatisme collectif, va répéter la scène avec des petits personnages qu'il va mettre sur la table, toujours de la même façon, ils sont allongés, ils ne bougent pas. Il peut dire très très peu de choses là-dessus, et puis il revient et il refait la même chose. Et il revient et il refait le même jeu. Alors, nous, en tant que professionnels, nous connaissons cela. Comment on va travailler ? On va travailler d'abord en écoutant et en étant présent. Et nous, en tant qu'adultes, en revivant avec lui ce qu'il a vécu, pour que justement, bien, cette nuit qui dure le jour puisse enfin se refermer pour lui. Et puis, il y a aussi cette difficulté et cette douleur extrême que vivent les enfants la nuit, et qui va s'exprimer à travers les reviviscences et les cauchemars la nuit. C'est encore un autre symptôme très important. Et les reviviscences, c'est quelque chose de terrible. Moi, j'ai pu voir des petites filles qui ne pouvaient plus rester à l'école parce que, suite à l'attentat de 2016, lorsqu'un camion rentrait dans la cour de récréation, elle était envahie de reviviscences, totalement envahie. Et là, les enseignants ne savaient pas ce qui se passait. C'est un enfant qui se coupait complètement du monde. Alors, elle a eu tous les diagnostics. Elle a eu tous les diagnostics, tous les rejets. Elle va mieux aujourd'hui. Elle va mieux, d'ailleurs, avec le travail qui a été fait. Je continue à la suivre. 10 ans que je continue à la voir, non pas toutes les semaines, mais régulièrement. Et c'est un enfant qui présentait des symptômes extrêmement importants et corporels. Le corps a été évoqué tout à l'heure. C'est une veille symptomatique très importante chez les petits. Ils ont des douleurs dans le ventre terribles. Ils ont des problèmes physiologiques majeurs, avec des lâchages urinaires qui peuvent se passer pendant l'école. C'est des enfants qui sont tellement handicapés par leur douleur et par leur souffrance. Il faut vraiment les repérer, les reconnaître, et qu'ils puissent venir jusqu'à nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut arriver des années après. Nous, on voit encore des jeunes gens qui arrivent aux urgences ou qui arrivent à notre consultation 10 ans après l'événement et qui présentent des symptômes qui peuvent être en rapport avec ce qui s'est passé. Ça, je crois que c'est un message qui est vraiment important pour la société. C'est pas un événement qui ne va pas laisser de traces. C'est un événement qui va conduire à des modifications qui peuvent être très très longues et qui peuvent porter des difficultés très très longtemps pour les jeunes et les adultes à venir, parce que ce sont des adultes à venir. Je me demande comment les parents peuvent-ils se pointer
Un cauchemar parce que les enfants petits souvent font pas mal de rêves qu'ils associent parfois à des cauchemars qui sont peuplés de monstres et de situations qui peuvent être tout aussi catastrophiques les unes que les autres. Et comment, en tant que parent, quand on entend le récit de ces cauchemars ou de ces rêves violents, comment on peut se dire, bon ben voilà, mon enfant a des cauchemars tous les jours, ses nuits sont fortement perturbées, il me rejoint dans mon lit, moi non plus je dors pas. Comment accueillir ces cauchemars répétitifs comme étant un symptôme quand on est un parent naïf et qu'on se dit tout simplement, bon, ben, il a un peu de mal à dormir. Vous évoquiez les problèmes par rapport en milieu scolaire de se faire pipi dessus, mais les pipis nocturnes sont quand même légion. Donc, comment, en tant que parent, on en vient à prendre conscience que cette perturbation nocturne, ces insomnies des enfants, parce que quelque part c'est des insomnies, sont des symptômes? Donc, je vais partir du général pour aller à l'individuel. Sur le plan général, ça revient à la question précédente. Non seulement il faudrait former les acteurs de terrain, mais il faut aussi former les parents. Il faut que les citoyens soient éduqués, qu'ils sachent comment leur enfant peut réagir et qu'ils soient en mesure ou en capacité de repérer ce qui se passe pour lui. Et c'est pas simplement un caprice, et c'est pas simplement un enfant qui embête tout le monde, hein, parce que, écoutez, un enfant qui va mal, c'est un enfant qui perturbe toute la famille. Hein. Donc, et c'est important de se diriger à ce moment-là vers un professionnel de santé. Donc ça, je crois que l'éducation aussi des familles et des parents, et le jeu traumatique est un exemple. Parce qu'un enfant, il y a l'enfant qui est perturbateur, mais il y a aussi l'enfant qui n'embête personne. Et ça, c'est terrible, parce que le jeu traumatique, ce sont des petits qui se mettent dans un coin et qui répètent toute la journée le même jeu. Donc personne ne s'en aperçoit. Et si le papa et la maman eux-mêmes subissent des traumatismes et les conséquences des traumatismes, ils sont envahis eux-mêmes par ces pensées traumatiques, par les reviviscences, et ils ne font plus attention à l'enfant à côté. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est très important pour nous tous. Neila, au niveau des adultes, comment, là vous évoquiez la temporalité, que parfois le traumatisme se manifeste des années plus tard. Comment arrivent vos patients dans votre cabinet et se présentent-ils par rapport à ces traumatismes qui s'éveillent la nuit ou le jour, et le rapport à la temporalité? Donc dans cette fracture de l'espace et du temps, à l'inverse de ce que disait Florence pour les enfants qui sont dans ce jeu traumatique répétitif qui est vraiment très révélateur, moi on me dit moi il n'y a rien, mais le médecin pense que je devrais vous voir, ou bien il est arrivé ceci, et dans le ceci c'est quelque chose d'assez tragique. Je ne vais pas vous embêter un lundi matin avec des histoires horribles, mais c'est toujours horrible si on vient me voir en général. L'adulte ne veut pas en parler. C'est plutôt comment est-ce que je peux fonctionner, donnez-moi des outils, mais j'ai pas envie de vous raconter ce qui s'est passé. Ça s'est passé, ça y est, c'est fini. Ok, il y a eu un inceste de 7 à 12 ans, mais bon, c'est fini, depuis, il y a eu ça. Ou bien, d'accord, j'étais sous les bombardements dans tel pays, mais ça va, maintenant je vais très bien. Je veux juste mieux fonctionner. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que s'ils arrivent jusqu'à chez moi, c'est qu'en général, un médecin ou quelqu'un a repéré quelque chose qui dysfonctionnait au niveau de la pensée. Et nous sommes donc dans une journée où nous parlons de l'humanité. Il faut savoir que ce qui nous différencie de l'animal en tant qu'humain, c'est que nous sommes le seul animal qui racontons des histoires. D'accord ? Donc c'est le récit. Et quand il y a eu un traumatisme psychique, on tombe hors du langage, hors du récit chez l'adulte. Il n'arrive pas à raconter ou ne veut pas raconter. Donc étonnamment, je ne vais pas leur demander de me le raconter par écrit, s'ils ne veulent pas le raconter par le verbal. Je vais donner des consignes d'écriture qui n'ont pas nécessairement un lien avec le traumatisme, mais de fil en aiguille, ils vont pouvoir se raconter. Donc redevenir humain par la pensée, par le développement de cette pensée qui est sidérée, effractée, figée, trouée.
et retrouver le lien de la pensée. Parce que le traumatisme psychique, essentiellement la guerre dont je parle dans mon dernier ouvrage, va viser la destruction de la pensée. Et ce qu'on va faire à travers le travail de l'écriture, qui n'est pas « racontez-moi votre traumatisme », mais tout à fait autre chose, c'est mettre quelque chose de l'ordre du lien de la pensée pour pouvoir penser en tant qu'adulte, en tant qu'humain, et raconter des histoires avant peut-être de se raconter. Le trauma en tant qu'effraction qui perturbe notre récit, comment on peut le mettre en lien avec une autre grande maladie du psychisme qui est la dépression? Qui veut commencer? Je dirais rapidement qu'un des symptômes possibles, une des conséquences des dommages collatéraux du traumatisme psychique, donc du PTSD dont tu parleras peut-être Florence, c'est l'insomnie. Alors c'est soit l'insomnie de la première partie de la nuit, c'est la difficulté à s'endormir, soit l'insomnie de la deuxième partie de la nuit qui rejoint plutôt les symptômes dépressifs, donc se réveille à 4 heures du matin et ne plus pouvoir se rendormir. Donc la dépression est un des facteurs possibles post-trauma. Mais la dépression n'est pas seulement parce qu'on a vécu un traumatisme psychique. On retrouve la dépression dans d'autres psychopathologies. Donc là, je vais prendre ma fonction de psychiatre. Le trouble de stress post-traumatique, c'est un carré symptomatique dont les reviviscences, les troubles somatiques, les difficultés à se concentrer. Et c'est vraiment un symptôme qui est tout à fait révélateur du stress. Et c'est très important parce que ça a permis de reconnaître un grand nombre de victimes. Mais ce n'est pas suffisant à expliquer un traumatisme. Un traumatisme, les conséquences d'un traumatisme, elles s'expriment par bien d'autres choses aussi. Nous le savons aujourd'hui, nous le savons par les études que nous menons. Et chez les enfants, en tous les cas, et les adolescents, ça se manifeste bien sûr par les troubles du sommeil. Et ça se manifeste aussi par la dépression. Alors qu'est-ce que c'est une dépression chez un enfant ? La dépression chez un enfant, ça prend de multiples formes. Ça peut être, je le reprends, l'enfant qui s'agite en permanence. Ça peut être l'enfant qui n'arrive plus à dormir. Ça peut être l'enfant qui s'isole tout seul dans son coin, qui reste avec ses jeux vidéo toute la journée ou devant les écrans. Donc ça prend, c'est vraiment polysémique en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Et ce n'est pas si facile que ça à repérer, mais ça existe. Il faut savoir que des enfants déprimés, ça existe. Et les enfants déprimés font des cauchemars. Et effectivement, Myriam, et c'est bien quelqu'un qui connaît bien les enfants qui dit ça, les enfants qui font des cauchemars voient des monstres la nuit. Et ils voient souvent des monstres qui sont informes. Et ils ont beaucoup de mal à en parler et à donner une forme. Et le traumatisme chez l'enfant, il a cette particularité par rapport aux adultes aussi, c'est qu'il n'est pas vraiment représenté, il n'a pas vraiment de forme. Et là, c'est très important que nous intervenions, parce que vous prenez, lorsque vous recevez un enfant en consultation, vous prenez simplement, pas besoin d'avoir beaucoup d'objets à disposition, des feutres et des pages de papier blanc, et puis vous lui dites, dessine-moi le monstre de la nuit. Et le monstre de la nuit dessiné, souvent, c'est une espèce d'amas comme ça, bleu ou noir, assez impressionnant. Et ça lui permet quelque part de commencer à lui donner une première forme, une préforme qui va l'aider à symboliser tout ce qui se passe en lui. Donc ce temps suspendu, pour que je comprenne bien, est-ce que dans la dépression, là on vient de parler des symptômes de la dépression de l'enfant, mais tout à l'heure, vous évoquiez les bébés. Et comment on fait par rapport à un bébé ? Parce que déjà, on est dépourvu face à un nourrisson. Mais alors, si en plus, on doit essayer de repérer les symptômes de la dépression d'un enfant de 3 mois, comment on s'y prend ? Oh, mais c'est pas si difficile que ça. Ah ben, moi, je trouve ça très difficile. long. C'est très, très long de pouvoir être en relation avec un bébé. Il faut beaucoup de temps. Et au début, c'est vrai, ça paraît être comme des êtres qui sont tellement éloignés de nous maintenant adultes. Mais on peut revenir aussi lorsqu'on fait l'effort à soi-même lorsqu'on était un bébé. Ça passe par là pour traiter des bébés.
La psychiatrie du bébé, c'est une psychiatrie jeune qui a une trentaine d'années à peine. Et c'est vraiment une spécialité merveilleuse. Et on voit très vite un bébé. Vous savez, il y a l'expérience très très connue qui s'appelle l'expérience de la still face. C'est-à-dire, c'est une des premières expériences qui a permis de comprendre qu'un bébé ressentait très profondément des émotions. Très profondément. Ce sont des êtres qui sont doués d'immenses compétences dès le début de la vie. Donc la still face, c'est une expérience qui a été faite en laboratoire aux États-Unis et qui permet, qui prend un bébé et une maman, et on les filme. Et puis on demande à la maman de ne plus manifester aucune émotion sur son visage. Puis alors on voit le bébé qui s'agite, qui essaie en permanence de réveiller sa maman. Ça dure pendant quelques minutes. Et puis il arrête. Il devient plus paisible, il la regarde, il ne comprend pas ce qui se passe. Et puis si on attend encore un petit peu plus, et si la maman n'a plus aucune émotion, son visage complètement figé, eh bien on voit le bébé qui s'effondre. C'est-à-dire que c'est quoi un bébé qui s'effondre ? C'est un bébé qui ne regarde plus sa maman, c'est un bébé qui ne bouge plus, c'est un bébé qui ne crie plus, c'est un bébé qui ne va plus avoir des petits sons dans sa bouche. Et donc ça, c'est un bébé qui commence à se déprimer. Et bien sûr, la dépression du bébé, sur ça, j'ai dit, c'est fondamental en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais je dirais même en psychiatrie de l'adulte. Un adulte, ça a été aussi un enfant. C'est de bien comprendre quelles ont été ses relations avec ses parents, y compris dans sa vie très précoce. Donc la relation avec les parents dans la vie très précoce, c'est très important. Et c'est très important dans le traumatisme. Si les parents sont eux-mêmes traumatisés, des mamans qui malheureusement ont des moments de still face, on en rencontre bien trop souvent. Donc il faut les soutenir elles aussi pour ne plus être envahies par cette dépression. Merci beaucoup. Neila, vous évoquiez l'écrit comme fil réparateur du récit pour cicatriser ces histoires, pour continuer son chemin. Comment vous installez le récit, la poésie dans votre pratique ? Alors, il est beaucoup plus simple de commencer par la poésie avec des patients. Pourquoi ? Parce que la poésie est fulgurante. Il n'y a pas besoin de trop expliquer pour quelqu'un qui n'a pas envie de raconter. Et surtout, vous pouvez, donc mes consignes d'écriture, c'est 30 ou 45 minutes, pas plus. Et j'insiste bien évidemment que la quantité ne compte pas et la qualité ne compte pas. Alors, je travaille aussi à l'international et ce n'est qu'en France que j'ai beaucoup de difficultés à faire passer ce jeu de l'écriture parce que le système scolaire veut toujours que ce soit beau et bien, mais dans les pays anglo-saxons, par exemple, quand je leur dis la quantité ne compte pas, la qualité ne compte pas, ça ne les impressionne pas. En France, on me dit vous êtes sûr, c'est pas grave s'il y a des fautes. Donc il y a quelque chose de l'ordre de, il faut dédramatiser l'écriture. Et la poésie, c'est quelque chose de court. N'importe quel patient, quand je dis n'importe, c'est au sens de n'importe quel niveau de pathologie dans la profondeur de sa dépression ou de son inhibition psychique, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à penser, il peut écrire 4 vers qui ne riment pas, ou 3 vers selon les haïkus, ce petit poème japonais, de 3 lignes en 5 syllabes, 7 syllabes, 5 syllabes. Tout le monde peut faire ça en 1 demi-heure ou 45 minutes avec un sujet qui peut être par exemple l'automne et vous avez 30 minutes pour écrire un haïku. Apporter, si vous voulez, quelque chose de l'ordre du jeu au sens philosophique du terme de homo ludens, de pouvoir faire quelque chose dans un temps donné. Voilà, et tout doucement, en fait, en multipliant les formes proposées, un jour ça sera un poème, un autre jour ça peut être un dialogue, ça peut être un court récit, jamais quelque chose de trop long au début, parce que le patient peut avoir une difficulté à penser, donc ne pas mettre en échec le patient. Et tout doucement, en multipliant les formes d'écriture, donc la forme, et jamais je ne vais demander « racontez-moi ce qui s'est passé ». Je peux insidieusement proposer « racontez-moi un cauchemar réel ou imaginaire et donnez-moi 3 fins différentes ». Et juste avec cet exercice, je vais tout de suite
savoir où se situe la personne. Si les 3 fins sont catastrophiques, c'est il ou elle sont encore dans quelque chose de l'ordre de la passivité de la victime. Si un des 3 récits de fin est quelque chose de l'ordre de l'activité, c'est qu'on est sur un bon chemin. Mais pourquoi la multiplicité des formes, avec beaucoup de formes poétiques différentes, parce que accessibles? C'est pas pour faire beau avec de la poésie, mais n'oublions pas que la poésie, c'est aussi le début de la pensée, selon Alain. Il dit que la poésie précède la pensée. Plein de formes, pourquoi? Pour viser un assouplissement psychique, pour sortir de cette pensée unique de rumination mentale. Donc, si j'arrive à penser en haïku, en quatrain, en dialogue, en villanelle, en récit, etc., eh bien, je vais pouvoir penser autrement. Et aussi, si je peux penser avec plaisir, parce qu'à un moment donné, ça devient un plaisir, même s'ils se plaignent toujours, mais ils sont toujours là. Alors, ils détestent les haïkus, et quand je passe 6 mois sans faire de haïku, ils sont là, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'haïku. Donc, l'assouplissement psychique va pouvoir leur permettre de penser, et là, dans un temps ultérieur qui est, n'oublions pas que la temporalité est quelque chose de personnel, et ça, j'insiste beaucoup dans le traumatisme psychique. Il y a des personnes qui auront envie d'en parler au bout de 6 mois, et d'autres au bout de 7 ans, ou plus, ça dépend. À un certain moment, ils pourront penser le plaisir. Voilà. C'est aussi ambitieux que ça. Si on peut penser avec plaisir, sous différentes forme, donc assouplissement psychique, on pourra peut-être penser avec plaisir. Merci beaucoup. Je vais ajouter une question. Je suis curieuse de savoir comment vous êtes arrivé à vous former à l'écriture thérapeutique. Quelles ont été vos démarches? Pourquoi vous y êtes arrivé? Et comment vous vous êtes formé? Alors, je vais faire un aveu. Quand ce fameux patron m'a dit bon, vous pouvez vous faire du trauma si vous voulez, mais je veux quelque chose d'autre aussi, et que j'ai proposé les ateliers d'écriture thérapeutique, j'avais une passion personnelle pour la littérature, donc je connaissais la littérature et j'écrivais moi-même dans mon propre journal. Donc j'avais la connaissance de cette médiation, parce que autant j'aime la musique, mais je ne pourrais jamais faire d'atelier de musicothérapie parce que je ne sais rien à la musique, à part que j'aime écouter de la musique. Mais l'écriture et la littérature, je connaissais, d'accord ? Donc en fait, je dois vous avouer que je me suis formée sur le tas. Et ayant vu, parce que étant dans un service hospitalo-universitaire, et Florence a raison, j'ai dû valider cette technique. Donc j'avais de la chance d'avoir des stagiaires et nous avons évalué pendant exactement 10 ans, avant l'atelier, pendant l'atelier et après l'atelier, comment se sentait le patient avec différentes échelles selon leur psychopathologie, puisque étant dans un service adulte, je n'avais pas que des patients traumatisés. Et c'est ainsi que j'ai voulu absolument écrire un ouvrage en 2010 où je montre cette technique validée avec les échelles, et c'est ainsi que je me suis formée sur le tas. Donc je remercie mes patients en premier, et après je suis devenue, si vous voulez, je forme des gens à cette méthode, et maintenant il y a beaucoup d'ateliers d'écriture thérapeutique. Donc c'est un grand aveu, vous êtes la première à me poser la question, heureusement que d'autres ne me la posent pas, et nous sommes entre nous, hein. Donc voilà, je me suis formée sur le tas, en étant bien évidemment supervisée par des psychanalystes qui connaissaient bien la médiation écriture. Merci beaucoup pour cet aveu. On va garder ça pour nous. On va essayer. Florence et Neila, le grand absent de notre discussion, pour le moment, c'est le corps. Comment accompagner le soin du patient, que ce soit un enfant, un adolescent, le bébé, l'adulte, quand ces symptômes de traumatique, de dépression, d'insomnie se manifestent par le corps, comment ce corps se manifeste et comment on l'accompagne pour qu'il peut-être rejoigne sa pensée? Alors merci de cette question. Je dirais que non seulement c'est lorsqu'il y a des manifestations qui s'expriment par le corps, puisqu'on sait aujourd'hui que lorsqu'on a subi un traumatisme, on peut déclencher des maladies chroniques comme le diabète, par exemple.
On peut aussi avoir des manifestations allergiques bien plus importantes comme l'asthme régulier, ou chez l'enfant, effectivement, des manifestations comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais non seulement l'abord corporel est intéressant lorsqu'il y a des problématiques corporelles, mais il est très important parce que, comme ça a été souligné, c'est très très difficile de mettre des mots ou de construire un récit après un traumatisme. Et donc l'abord par les thérapies corporelles peut être un premier abord qui permet justement de baisser la tension traumatique, de baisser l'angoisse qui est liée au traumatisme et de commencer un premier accompagnement pour les victimes d'un traumatisme. Donc il existe de multiples formes de prise en charge corporelle, que ce soit en France, nous avons une très grande école de psychomotricité. La psychomotricité, c'est une science qui permet, notamment pour les enfants et les adolescents, de reprendre un lien avec son corps. Parce que dans le traumatisme, il y a aussi une rupture entre le corps et la pensée. Il faut remettre tout cela en lien ensemble. Il y a aussi des pratiques, par exemple, nous utilisons beaucoup la danse-thérapie, qui est une pratique qui se développe de plus en plus, qui a été énormément développée en Amérique latine et qui permet aux jeunes, notamment aux adolescents, qui ont des difficultés avec leur corps, et beaucoup de jeunes filles ont des troubles des conduites alimentaires dans les suites de traumatismes. On sait que c'est lié. Plus de 40 à 50% des jeunes filles qui présentent des troubles des conduites alimentaires ont subi des traumatismes de la vie intime et familiale, et même de la vie collective. Donc c'est très très important, cette prise en charge corporelle. Et ça peut être donc une voie d'accès vers la possibilité plus tard d'avoir d'autres prises en charge, ou pas. Ça peut aussi suffire. Ça peut être un premier accès qui va permettre de relancer la vie psychique après un traumatisme. Oui, absolument. Je me permets de rebondir en disant deux choses très importantes. Donc, nous sommes corps et esprit. Je demande à ce que tous les exercices d'écriture ne soient faits que à la main. Il n'y a pas d'écriture. Bon, après, j'ai des patients parfois qui sont dans des lieux sous des bombardements pendant la guerre, qui vont m'envoyer leur écrit par texto, mais je leur demande à eux d'écrire à la main, pour l'implication du corps avec la pensée. Donc c'est très important d'écrire à la main d'un point de vue thérapeutique, je dis. Donc cette implication pour effectivement, comme disait Florence, reprendre ce lien qui est aussi rompu entre l'esprit et le corps. N'oublions pas qu'un des dommages collatéraux aussi du traumatisme psychique, c'est la dissociation, où on se dissocie pour se protéger. Donc je suis là, mais je ne suis pas là. Je suis coupée. Et donc écrire à la main, c'est reprendre ce lien corps et esprit. Et parfois, mes patients ne sont pas très contents parce que je leur dis que je ne peux pas continuer s'ils ne font pas du sport. Voilà. Et quand je dis sport, ça peut être une marche, ça peut être quelque chose où il y a un lien avec le corps. Si c'est un autre sport que la marche, tant mieux. Mais sinon, renouer avec le corps d'une manière ou d'une autre, par la danse, par plein d'autres manières. Et il y a une thérapie que je préconise pour certains patients adultes où il y a eu beaucoup de traumatismes dans la sphère intrafamiliale et qu'ils n'arrivent pas à verbaliser adultes. C'est aussi la thérapie par l'argile. Donc toucher la terre, moduler la terre a quelque chose aussi de très thérapeutique. Donc il y a beaucoup de réponses, mais effectivement la réponse du corps est nécessaire. On ne peut pas, me semble-t-il, ne s'occuper que du mental. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question. Ces derniers mois, ces dernières années, nous constatons une augmentation des violences faites aux enfants. Ces violences faites aux enfants sont souvent des violences exercées parfois et malheureusement par leurs propres parents ou des membres de la famille, ou encore, phénomène encore plus récent, par des membres soit de la communauté éducative, soit de l'aide sociale à l'enfance. Comment, à votre niveau, vous du côté des adultes et vous du côté des enfants et des adolescents, comment on peut essayer de prendre en charge ce traumatisme dans le traumatisme? Parce que souvent, ces enfants, notamment dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, sont déjà traumatisés quand ils sont dans ce genre de structure.
Alors c'est un enjeu de santé publique majeur aujourd'hui dans notre pays. L'aide sociale de l'enfance est en très grande difficulté et la majorité des enfants qui sont placés à l'aide sociale de l'enfance le sont suite à des maltraitances familiales, dans la majorité des cas, ou des carences éducatives majeures. Donc là, nous avons un enjeu collectif auquel nous allons devoir faire face. Petit chiffre, j'ai dans mon équipe une unité d'hospitalisation de courte durée, donc d'urgence pour les adolescents. 75% des adolescents qui arrivent dans cette unité arrivent de l'aide sociale à l'enfance. Donc ça en dit long, hein, de la misère psychique dans laquelle ces jeunes se retrouvent après des traumatismes. Alors c'est c'est un autre sujet, hein, celui que nous avons abordé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le traumatisme complexe. D'ailleurs, vous l'avez dit, je m'intéressais au développement, c'est pas exactement ça, mais c'est un traumatisme qui a un impact développemental sur l'enfant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des enfants qui ont subi des traumatismes depuis la toute petite enfance, de façon répétée, ou des événements adverses, hein, de façon très répétitive, au quotidien ou régulièrement, en tous les cas, toutes les semaines, et qui va modifier leur développement en profondeur. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui ont de très très grosses difficultés, qui vont s'exprimer à l'adolescence. Et je ne veux pas être alarmiste, hein, mais dans notre recul, de notre travail, malheureusement, beaucoup d'entre eux risquent de décéder avant l'âge de 25 ans, par suicide notamment, ou par carence, parce qu'ils vont avoir des vies où ils vont prendre des risques immenses. Et donc on a une perte de jeunes là, très très importante aujourd'hui. Alors que faire ? Moi, j'ai pas de réponse. Hein. Aujourd'hui, nous ne sommes pas suffisamment nombreux pour faire face. Il faudrait revoir profondément la politique de santé pour aujourd'hui répondre aux enfants qui subissent des traumatismes très précoces dans leur petite enfance. Donc ça aussi, ça va demander de l'organisation, des moyens, des études. Il y a des études qui ont été faites et qui montrent d'ailleurs que c'est une grande partie de la patientèle de la pédopsychiatrie, les enfants maltraités, une très très grande partie. Donc ça, c'est un enjeu très important. Je dirais juste une chose, puisque nous sommes dans cette question, quelle humanité voulons-nous pour demain ? La sphère politique a choisi l'année dernière de consacrer une année spécifique pour la santé mentale. Nous sommes en train de dire qu'une année, on ne peut rien faire en une année. C'est pas une année la priorité de la santé mentale, ça devrait être minimum 10 ans. Voilà, donc je dirais juste que d'un point de vue de la santé politique, il faudrait imaginer pour demain quelque chose au-delà de 1 an. En 1 an, on ne peut pas faire grand-chose. Merci beaucoup. Le temps file. J'aimerais l'une et l'autre que vous nous fassiez part justement, vous parliez d'évaluation, de pratiques qu'on doit reconnaître, valider, mesurer. Quel regard vous portez toutes les deux sur votre parcours ? Ce qui vous a enrichi, ce qui vous a déçu, et quel horizon vous voyez pour notre humanité à travers cet enjeu spécifique de la santé mentale. Vous avez 4 heures. Merci. On peut en rajouter un petit peu plus ? Allez, on va se faire plaisir, on va passer toute la journée ensemble. Moi, j'ai passé une carrière absolument formidable à apprendre des enfants, des adolescents, de leurs parents tous les jours. Et je continue à apprendre énormément de choses. Puis j'ai appris beaucoup avec le traumatisme. Avec le traumatisme, j'ai appris que l'expression de la souffrance et de la douleur humaine, elle était très souvent liée à ce que nous avions vécu. Quand vous avez compris ça, ça modifie votre parcours. Bien sûr, il y a les neurosciences, et c'est très important, c'est des avancées majeures, puisque ça conduit à des traitements et à des thérapies. Bien sûr, il y a les médicaments, toute la neurobiologie, qui a eu des avancées exceptionnelles et qui maintenant, malheureusement, fait un petit pas de côté. Mais le fondement, ce que j'ai appris, ça reste de l'humain, ça reste du relationnel, ça reste de la rencontre avec nos patients, ça reste de l'écoute et de la compréhension.
Merci. Pour ma part, j'ai retrouvé toute la littérature que j'aime, de Gilgamesh, Ulysse jusqu'à aujourd'hui, à travers mes patients. Donc j'ai des récits vivants, j'ai de la littérature matin, midi et soir, donc c'est un grand plaisir, d'autant plus que l'humain, l'adulte, s'exprime plus facilement que l'enfant et l'adolescent, donc j'apprends tous les jours effectivement, mais surtout je vois que la littérature leur apporte aussi beaucoup. Donc je suis en train de passer à une phase où je préconise bien sûr toujours l'écriture, mais aussi la lecture, parce qu'on lit de moins en moins. La pensée est de plus en plus altérée par beaucoup de choses. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais pour les jeunes et les moins jeunes, ça fatigue la pensée. On doit pouvoir penser sans être interrompu au moins 20 minutes pour être pleinement dans une tâche. C'est une étude suédoise qui montre ceci. Je vous défie de rester 20 minutes sans regarder ou un portable ou entendre quelque chose du bruit de l'ordinateur qui vous montre un message. Donc pouvoir lire apporte quelque chose de l'ordre de l'apaisement de la pensée. Et donc voilà, dans ce humain et humanité de demain, lire plus, si on ne veut pas écrire, mais lire plus, est très très important pour la santé psychique. Alors je vois un enseignant dire à ses élèves, vous voyez, je vous dis, il faut lire plus. Merci beaucoup. Nous allons recevoir les questions de 4 lycéennes, Anissa, Cristal, Soigny, Angelina, qui sont en classe de terminale au lycée de Baudre, Jean-Baptiste de Baudre, si je ne me trompe pas. Qui veut commencer ? Alors. Donc Anissa, hein, c'est bien ça ? On vous écoute. Bonjour, du coup, ma question est la suivante. Michel Serres, il écrivait que le monde, il est plein de métamorphoses. Et donc, comment la nuit peut-elle être pensée comme un temps de métamorphose, de passage, voire de guérison ? Je vous remercie. Merci de cette très jolie question. Alors, la nuit, c'est un passage, effectivement. Le traumatisme, c'est un passage aussi, et une métamorphose. C'est une très jolie façon d'entendre les choses. Et effectivement, eh bien, après avoir subi un traumatisme, on ne sera plus la même personne. C'est ce que vous avez dit, Nella. C'est très important de bien le savoir. Et après plusieurs nuits, eh bien, lorsqu'on se réveille le matin, on peut être une autre personne, différente. On peut être dans sa relation au monde et puis aussi dans sa relation aux autres. Et ça, c'est un message qui est très très fort et humain. L'humain n'est plus le même que celui qu'il a été au début de sa vie et lorsqu'il partira. Regardez les poèmes, je pense que des poèmes seront dits tout à l'heure. Regardez les poèmes de Victor Hugo. Comment tout ce qu'il a traversé dans sa vie, la mort de son fils, la mort de sa fille, et combien finalement, à l'aube de sa mort, il a transcrit cette métamorphose et ce qu'il est devenu, qui quelque part à la fois l'a tant troublé, tant perturbé et l'a enrichi. Merci beaucoup. Cristal. On a vu que des études montraient que le niveau de sommeil et l'état mental des Français et Françaises se dégradaient. On voit que nos nuits, elles semblent de moins en moins réparatrices, car sous plusieurs facteurs. Non seulement on travaille de plus en plus tard, on accumule parfois des nuits sans sommeil, comme le cas des médecins, et notre exposition aux écrans augmente de plus en plus selon les générations. Les problèmes de la journée se répercutent donc dans notre sommeil, qui perd en qualité, ce qui peut entraîner certains problèmes psychologiques, voire de la dépression. Alors ma question est la suivante. Peut-on cesser de considérer le sommeil comme du temps perdu ou une obligation pour rester productive ? Merci. Je vous remercie pour votre question qui est essentielle. Alors je vais vous raconter une petite histoire très courte. Einstein avait pour habitude de dormir combien d'heures, pensez-vous ? 12. Il dormait 12 heures. Bon, on ne va pas tous dormir 12 heures pour devenir Einstein, ça serait impossible. Mais pourquoi est-ce qu'il dormait 12 heures ? Tellement il pensait. Donc il avait besoin, pour continuer à penser, de se reposer.
Donc c'est tout sauf quelque chose de l'ordre de la perte du temps. Malheureusement, on est dans une ère où on veut tellement contrôler de choses, être tellement performant, qu'on pense que si on dort 4-5 heures, on pourra en faire plus. Sauf que ce qui va advenir, si vous ne dormez pas suffisamment, après bien sûr, le rythme physiologique de tout un chacun diffère. Il y en a qui ont besoin de 8 heures, d'autres de 6, etc. Mais si on ne s'écoute pas, si on n'écoute pas son corps, là on risque de tomber dans quelque chose de l'ordre ou d'une maladie somatique ou dans l'ordre de la dépression, parce que n'oublions pas que la privation de sommeil était une des plus grandes tortures utilisées pendant la guerre ou certaines personnes qu'on met en prison, on torture en privant de sommeil. Donc le sommeil est une donnée essentielle pour le corps humain, pour pouvoir continuer à fonctionner. Donc peut-être comprendre le sommeil comme étant un lieu merveilleux pour se ressourcer, pour penser, parce que n'oublions pas que c'est la voie royale de l'inconscient pour permettre à s'exprimer. Donc si on ne dort pas, il y a une part de nous qui n'arrive pas à s'exprimer. Là, vous venez de les faire rêver, 12 heures de sommeil pour un adolescent, mais c'est l'apothéose. Soigny ? Bonjour, alors du coup ma question elle va se porter plus sur les causes de l'insomnie. C'est l'insomnie est-elle une pathologie du corps ou une résistance de l'esprit? Et du coup, est-ce qu'elle révèle un trouble psychologique ou plutôt une réaction psychique? Je vous laisse faire. Merci. Je ne suis pas spécialiste. Oui, l'insomnie est souvent révélatrice, je n'aime pas trop le mot trouble, d'une difficulté psychique. Trouble, c'est déjà conséquent. Donc l'insomnie, lorsque vous souffrez d'insomnie, ça peut être révélateur de quelque chose. C'est-à-dire que lorsque vous souffrez d'insomnie, ce que ça veut dire, soit vous avez du mal à vous endormir, parce que vous ruminez de façon anxieuse la journée que vous avez vécue, c'est donc vous n'arrivez pas à traiter les informations qui ont été trop excitantes au cours de la journée, soit que vous vous réveillez au milieu de la nuit parce que vous avez fait un cauchemar, et dans la majorité des cas, quand on a fait un cauchemar, et souvent c'est un cauchemar traumatique, ce qui caractérise le cauchemar traumatique, c'est que c'est toujours le même qui revient. Ça c'est bien connu. C'est-à-dire on va refaire toujours le même cauchemar, et pas obligatoirement en lien avec l'événement traumatique. Parce que dans le rêve, vous savez, c'est déplacé. On ne rêve pas de l'événement, on le rêve d'une autre manière. Le psychisme retravaille l'événement, mais il va vous réveiller toutes les nuits à 4 heures du matin. Donc ça révèle quelque chose de très important. Donc si vous avez des difficultés de sommeil, c'est une porte d'entrée. Et dernière notion que vous devez savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est repéré par l'Organisation mondiale de la santé comme étant un symptôme qui est vraiment la porte d'entrée, ça rejoint votre question, vers des difficultés bien plus importantes. Donc à prendre en compte. Si vous ne dormez pas bien, n'hésitez pas à aller consulter des techniques corporelles, par exemple, on en parlait tout à l'heure, ça peut aider énormément à diminuer les difficultés de sommeil. Donc ne pas les laisser traîner. Merci beaucoup, Angelina. Bonjour. Moi je vais poser ma question. Pour les jeunes, les nuits de fête sont perçues comme un moyen de lâcher prise et de nombreuses communes pensent réfléchissent à éteindre l'éclairage public pour des raisons de coût ou d'écologie. Et donc, se plonger dans la nuit et dans la nature en s'éloignant de notre lieu de sommeil habituel pour contempler le ciel, faire de l'astrologie, se promener dans la nature, ce n'est pas rompre avec la logique d'utilité et prendre du temps dû pour soi? Vous pouvez la reformuler parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu, pardonnez-moi. Si vous parlez dans le micro, voilà, merci. Oui, en fait, ma question elle est plutôt en rapport avec l'astronomie aussi. Est-ce que l'astronomie, ça pourrait pas nous aider aussi peut-être à faire... je ne sais pas, à nous éloigner de nos problèmes des fois peut-être, ou c'est forcément l'astronomie mauvais peut-être de nous éloigner de nos problèmes? L'astronomie. Oui. Alors,
saurais pas répondre pour l'astronomie, mais je peux vous dire quelque chose qui rejoint ce que vous étiez en train de dire, c'est que, en fait, vous parliez de lumière, interruption. Très souvent, ce qui se passe pour les jeunes, hein, je parle avec Florence à mes côtés, et aussi chez les adultes, beaucoup chez les adultes, c'est beaucoup plus la peur de se laisser aller, la peur de s'abandonner, la peur de lâcher, qu'un trouble spécifique majeur qui apparaît. Donc déjà, si on a moins peur, si on ne veut pas être tout le temps dans le contrôle, et nous sommes dans une ère, je répète, où on veut toujours tout contrôler, donc que ce soit l'astronomie, la musique, le corporel, tout état qui peut détendre est un état favorisant le sommeil. Angelina, ce que vous vouliez évoquer par votre question, c'est ne pas voir le fait d'habiter la nuit et d'avoir des activités la nuit comme quelque chose de péjoratif? C'était pour éclaircir votre question. En fait, à la base, notre question, elle se portait surtout sur... parce que les jeunes, voire même les adultes, considèrent pas la nuit comme quelque chose de très reposant. On le voit surtout comme une manière, par exemple le sommeil, comme une manière forcée, quelque chose qui est plutôt une obligation pour nous, voire pas du tout bénéfique, parce que beaucoup de jeunes, par exemple, sont forcés par leurs parents, qui, par exemple, leur prennent leur portable, d'aller dormir. C'est pas un bon vouloir, on le fait pas par vouloir. Alors, et de plus, la nuit, du coup, on la passe surtout sur les écrans, etc. Est-ce que passer, par exemple, la nuit à la Belle Étoile serait pour nous une façon plus reposante et plus bénéfique de profiter de cette nuit, de faire une nuit calme, d'avoir une vraie nuit? C'était un peu plus ça, notre question. Alors, si vous pouvez dormir à la Belle Étoile, bien sûr, seulement ça dépend où vous êtes. Moi, je viens de Paris. Si je dors à la Belle Étoile à Paris, je risque de ne pas dormir du tout. Et j'adore dormir. Donc, mais en revanche, on peut, en tant que jeune, aimer habiter la nuit. Parce que habiter la nuit, c'est se réveiller à la fois très reposé physiquement et très riche psychiquement. Je vous remercie. On va essayer de prendre des questions dans le public, peut-être une ou deux, et après on aura une petite lecture de poèmes. Alors, monsieur, il y a une dame au fond, puis après il y aura une dame juste devant. Bonjour mesdames, moi j'aurais une question à vous poser. Ah pardon. Bonjour mesdames, moi j'aurais une question à vous poser parce qu'on a évoqué l'insomnie, la dépression, mais il y a la décompensation aussi. Et me semble-t-il, il y a parfois une frontière très ténue entre le traumatisme et la décompensation. Et qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est le moment où, effectivement, tout va basculer. C'est une question très importante, c'est une question scientifique majeure en psychiatrie. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel facteur, pour quel sujet, va faire que ce qui est à peu près stable, à un moment donné, va basculer de l'autre côté, et ce que vous appelez décompensation. C'est-à-dire que la dépression, quand même, c'est grave, hein, c'est sévère. Hein. C'est très douloureux de souffrir de dépression. La douleur psychique liée à la dépression, c'est majeur. On peut se suicider quand même, hein. On peut mourir de dépression. Hein. Il ne faut pas l'oublier. Donc pour moi, on est déjà dans quelque chose, si vous appelez cela, de l'ordre de la décompensation. Donc après, il y a des multiples formes. Hein. Et ça, je trouve que c'est une façon de voir la psychiatrie qui est très intéressante. C'est-à-dire que ça va à peu près, on ne dort pas très bien, on n'arrive plus à aller à la Belle Étoile hein, quand on ne dort pas bien. Parce qu'on est toujours perturbé par ces pensées anxieuses. Hein. Et puis tout d'un coup, eh bien, on passe dans quelque chose d'autre, où là, on est tellement envahi, soit par les reviviscences, ça c'est sur du traumatisme, partons là-dessus, hein, tellement envahi par ces reviviscences, tellement envahi par les humeurs tristes, tellement on ne peut plus dormir, et que l'on n'arrive plus à vivre avec ses proches, on n'arrive plus à aller travailler, et là, malheureusement, c'est un moment de rupture. Et on a besoin de soins, en urgence, et les mieux possibles, hein, et sur un temps suffisamment long pour aller un petit peu mieux. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais je crois que c'est vraiment très important de bien savoir qu'aujourd'hui, c'est un risque pour tous aussi. Hein. Et comment nul n'est à l'abri finalement, de décompenser. Comment détecter finalement
cette différence qui parfois, me semble-t-il, est assez subtile finalement entre traumatisme et décompensation dans quelque chose de présymptomatique de la décompensation, où là il y a vraiment une frontière qui est pas simple du tout à détecter, et notamment quand on accueille des patients. Bien sûr. Alors, vous savez qu'il y a des signaux faibles maintenant qui sont reconnus. Bon, ça c'est une affaire de spécialiste, donc je vais pas les décrire aujourd'hui, mais en tant que spécialiste, si vous suivez le patient, on a la chance de suivre le patient, parce que ce n'est pas toujours le cas, il y a un certain nombre de signaux faibles qui vont nous alerter et nous permettre quand même soit d'intensifier à ce moment-là la thérapie ou les consultations, soit éventuellement de proposer un traitement si c'est nécessaire, parce que les traitements, il ne faut pas les refuser. À un certain moment de sa vie, on peut en avoir tous besoin pour prévenir quelque chose de beaucoup plus sévère. Les signaux faibles, ça peut être une manifestation corporelle. C'est un signal faible. Chez les enfants, en tous les cas, on le sait très bien. C'est un signal faible qui tend à dire que là, ça va beaucoup plus mal qu'il y a des semaines précédentes. Par exemple, une aggravation majeure de l'insomnie, d'un coup, c'est un signal faible. C'est pour ça que le sommeil est très important. 12 heures, je dis ça aux jeunes, pour éviter des décompensations. Madame, juste devant, vous vouliez poser une question ? Merci pour votre intervention si riche. Quand un enfant, souvent une personne a subi un traumatisme jeune, parfois il n'en parle que 10, 15 ou 20 ans après. Et souvent on dit, pourquoi en parle-t-il seulement maintenant ? Voilà, est-ce que vous avez une explication ? Je disais tout à l'heure que la temporalité, le temps, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est une invention humaine. Donc chacun a sa propre temporalité. Mais aussi, lorsque Florence parlait de ce dessin, cette masse noire ou bleu marine, c'est du chaos. Le trauma, c'est rencontrer le chaos. Et donc on n'a pas toujours la capacité, ni le désir, attention, il est parfois plus facile pour certains patients de se dissocier, d'oublier, de ne pas penser, de refouler, pour pouvoir continuer à vivre. Donc il y a un moment où ce n'est plus possible, où il y a un débordement, où les mécanismes de défense n'y arrivent plus. Et puis parfois, ça peut être aussi la rencontre avec un thérapeute ou quelqu'un qui fait qu'on peut parler. Donc la temporalité est très personnelle. Maintenant, Neila, vous allez nous lire un petit poème, mais je crois qu'on a une dernière petite question. Alors, on va prendre la dernière petite question et après on va vous écouter. J'ai pu lire que des symptômes traumatiques s'expriment alors qu'un traumatisme a été vécu 3 ou 4 générations auparavant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Merci. C'est ce qu'on appelle le traumatisme transgénérationnel. C'est une question très très importante. On sait par exemple le traumatisme de la Shoah perdure sur la 3e génération. Il a même été dit que les enfants de la 3e génération étaient touchés encore plus par les feux des camps d'extermination que leurs grands-parents. Donc il y a plusieurs mécanismes à cela. Il y a des mécanismes psychiques de transmission dans les familles inconscients. Vous savez, c'est des familles où on parlait très peu, pourtant. On n'en parle pas du traumatisme. On a beaucoup évolué dans la société en 75 ans. Aujourd'hui, les traumatismes sont quand même beaucoup plus parlés dans la société comme dans les familles. Donc ça, c'est un progrès qui va, je l'espère, baisser ce seuil de transmission transgénérationnelle. Et puis, il y a un autre niveau, vous pourrez lire, parce que je ne vais pas avoir le temps de vous le raconter, qui sont des travaux très contemporains aujourd'hui, qui s'appellent l'épigénétique. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'expression des gènes peut se modifier sur plusieurs générations. Je ne dis pas les gènes, leur expression, c'est-à-dire votre matériel génétique reste le même, mais leur expression va être modifiée par les événements traumatiques, et ça sur plusieurs générations. Alors, avant la lecture d'un sublime poème de Paul Éluard, je voulais vous remercier, Florence et Neila, pour ce moment où nous avons pu réfléchir à ces enjeux qui sont vraiment essentiels pour notre humanité. Et puis, je tiens à souligner, avec mes gros sabots, que j'étais vraiment ravie de vivre ce moment en toute sororité. Merci beaucoup.
Merci Myriam, merci Florence, merci à vous. Je vais terminer par un poème de Paul Éluard qui s'intitule « La nuit n'est jamais complète ». La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je le dis, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie, la vie à partager.